On veut vous souhaiter la bienvenue à cette deuxième journée du colloque Grand Sud. Ce colloque a été organisé par l'Organisation des coopérations du Sud global avec l'Union d'universités de l'Amérique latine et les Caraïbes, ainsi que l'Université nationale d'Avellaneda. Nous soulignons encore l'objectif que nous voulons atteindre dans ces 2 journées de grand travail. Et c'est celui de promouvoir les dialogues horizontaux et enrichissants entre les théoriciens professionnels, les artistes et les publics en général. Et c'est aussi nous avons l'objectif de construire des solidarités pour la création de nouveaux réseaux et des collaborations autour d'une vision renouvelée de la pratique artistique ainsi que la valorisation du patrimoine. Nous voulons aussi promouvoir l'auto-affirmation en visibilisant des voix et des approches non conventionnelles du Grand Sud, en renforçant de cette façon sa capacité d'agentivité et d'autoreprésentation dans ce contexte global. Nous profitons de ce moment pour vous dire que cette rencontre est aussi en streaming en espagnol depuis les chaînes de notre université et ces conférences d'hier, de la première rencontre, sont déjà disponibles sur la chaîne de YouTube en espagnol, en français et en anglais. Nous remercions également la présence du président de l'université, M. Calzoni, et aux autorités de l'université qui nous accompagnent. Nous allons commencer donc avec ce panel qui continue avec cette conférence. Tout d'abord, nous avons la présence de M. Daniel Filmus, ancien ministre des Sciences, Technologies et Innovation productive de l'Argentine, M. René Ramirez Gallegos, ancien secrétaire de l'Enseignement supérieur, Sciences et Technologies de l'Équateur, M. Eduardo Castillo, programmateur et enseignant au Chili, et Papa Malik Gaye, secrétaire général adjoint de l'administration de l'Organisation de coopération du Sud du Sénégal. Cette table ronde est modérée par Madame Patricia Domenech, secrétaire institutionnelle de l'Université nationale d'Avellaneda. Alors, nous passons donc à ce panel. Bonjour à tous et à toutes. Soyez les bienvenus. Comme Paul a dit, nous commençons cette deuxième journée du colloque du Grand Sud. Et l'idée d'aujourd'hui, hier, on a parlé dans 2 tables rondes sur la géopolitique et sur la culture, l'art, que d'une certaine façon, on donnait un contexte à cette activité d'une façon très intéressante, en nous donnant quelques concepts, quelques stratégies que je pense qu'elles ont été présentes dans ces panels. Et aujourd'hui, nous passons à la thématique des technologies. Comment est-ce qu'on peut repenser ces nouvelles technologies? Nous savons que les technologies, on peut les comprendre comme des outils pour mener à bien ces stratégies, ces politiques, selon ce qu'on a discuté hier. Mais la question, c'est avec quel sens nous allons utiliser ces technologies, comment est-ce qu'on va les repenser afin que ces objectifs et ces stratégies du Grand Sud soient possibles également, ou en tout cas, ces technologies donnent un apport au développement du Grand Sud. Selon comment est-ce qu'on les pense. Pour cela, nous avons ici ce brillant panel avec des experts, des chercheurs, des scientifiques et des représentants de la science des différents pays. Alors, nous allons commencer avec M. Eduardo Castillo du Chili, qui est enseignant, mais il est entrepreneur également. Et il me disait qu'il n'était pas programmateur, mais voilà. Donc, c'est ce qu'on dit, c'est qu'il est enseignant et entrepreneur. Bonjour à tous et à toutes. Oui, je ne sais pas d'où vous avez sorti ça. Je ne suis pas programmateur, mais je travaille avec la technologie. Et je tiens à remercier cette invitation d'être ici avec des gens incroyables. Mon parcours académique est très court, mais j'ai beaucoup d'expérience sur le terrain, comme on dit.
Je pense qu'ici en Argentine, on dit voilà, sur le terrain, d'être travaillé dans la salle d'enseignement. Mais je voulais parler, vous dire aussi que je représente Tribu, une expérience et une initiative avec beaucoup d'années d'expérience et qui travaille dans les salles de classe. Nous avons ces piliers, les enfants comme un exemple de changement, d'apprentissage socio-émotionnel, les savoirs ancestrales de nos peuples et l'intelligence artificielle comme un outil de transformation. Je sais qu'on a l'impression que ces thématiques ne se connectent pas, mais avant d'expliquer cela, je voulais vous remercier en fait à l'Université nationale d'Avellaneda et notamment au secrétaire général avec qui on a pu partager dans d'autres moments, quand on a été dans les congrès du Panama, où on a pu inclure dans la déclaration l'apprentissage socio-émotionnel comme l'un des piliers. Et j'ai eu l'occasion aussi d'être à Addis et ça a été une expérience incroyable, un peu difficile d'être en Afrique pour la première fois pendant un mois, mais c'est incroyable. J'ai pu visiter les écoles, les enfants, les apprenants et écouter leurs besoins et leurs rêves. Là, vous avez quelques photos de cette expérience à Addis. J'essayais de choisir les meilleures photos. Merci à Fabien aussi. Il est là. Merci Fabien. Et à partir de cette expérience à Addis et dans les salles de classe, j'aimerais bien repenser, réfléchir, comme on disait, repenser la technologie de façon collective et notamment l'intelligence artificielle depuis le Sud. Alors, comment est-ce que cela peut être un pont entre culture et génération, un pont pour construire des cadres avec du sens qui pourrait guider le développement vers des modèles plus éthiques, inclusifs et des transformations. Pour cela, il est fondamental de le virer vers l'éducation socio-émotionnelle, la récupération des savoirs ancestraux, la création des réseaux de collaboration intercommunautaire et sa connexion profonde avec la culture et les arts du Sud, qui sont des expressions vivantes de la mémoire collective et de l'émotionnalité de nos peuples. Tout d'abord, je vais commencer avec le développement humain et la profonde crise éducative que nous vivons. Nous avons oublié le cœur de l'être humain, son développement social et émotionnel. Et la pandémie a visibilisé ce problème et l'a approfondi aussi. Nous vivons une violence qui augmente, où les enfants souffrent de façon quotidienne, le suicide infantile de la jeunesse qui a augmenté et des millions d'étudiants sont déconnectés au niveau émotionnel dans les processus d'éducation. Par exemple, nous avons d'autres besoins comme en Éthiopie, en Inde, par exemple, où à part ces problèmes, et ils ont les problèmes de l'infrastructure parce qu'ils ont beaucoup d'enfants par salle de classe et puis ils n'ont pas d'eau. À cela, il faut ajouter que les enfants n'ont pas de motivation et il y a beaucoup de décrochage scolaire. Et il se passe la même chose avec les enseignants. Nous confrontons à une crise multidimensionnelle, pédagogique, émotionnelle et spirituelle, qui affecte pas seulement l'apprentissage, mais aussi la dignité et l'espoir. Voilà quelques données. Alors, plus que présenter ici une solution, il y a quelques grains de sable qui nous aident, mais j'ai quelques questions aussi à poser pour réfléchir. Comment est-ce qu'on peut imaginer le futur de l'éducation si on a oublié l'essentiel, qui est le cœur, la santé émotionnelle et l'humanité des apprenants et de ceux qui apprennent aussi? D'autre part, comme on a mentionné hier, nous vivons un changement d'époque. Aujourd'hui, l'algorithme traverse tout, nos relations, nos décisions, nos émotions, on les vit de façon quotidienne. Si l'intelligence artificielle n'est pas décolonisée, cela va continuer à coloniser. Le Sud a toujours été un territoire d'extraction, comme on l'a dit hier.
comme on a dit hier, le lithium, le chocolat. Et maintenant, c'est un problème aussi des données. Les modèles d'intelligence artificielle, notamment, sont entraînés depuis le Nord, avec ces idées extractivistes qui ignorent nos lettres et nos cosmovisions. C'est quelque chose que mentionnait Miguel aussi. Donc, nous devons repenser l'intelligence artificielle. Depuis le Sud, c'est un besoin épistémologique, politique et culturel. Nous devons exiger cette souveraineté numérique et il faut que cela soit enraciné dans la diversité du monde. D'autre part, nous voyons qu'il y a plus de distance de nos racines et de nos savoirs ancestraux. C'est ce qu'on mentionnait hier. Depuis plus de 12 ans, je fais partie d'une organisation qui s'appelle Racines de la Terre, qui rassemble des peuples originaires par des cérémonies et cela leur donne une voix, connecte avec les jeunes et avec leur savoir. Cette année, 33 leaders spirituels de l'Afrique, de l'Océanie, de l'Amérique, ils ont parcouru les 5 continents avec une prière de 5 jours pour la Mère Terre. Ça a été un pèlerinage de 2 mois. Et là, on a pu partager avec eux des chants, des rituels, des mémoires, tous de différentes cultures, mais tous réunis dans une seule prière pour la paix, pour la terre-mère, pour la Pachamama. Ça, c'est un acte de résistance spirituelle, des technologies ancestrales aussi. Pour eux, la danse, c'est pas un spectacle, c'est une prière. L'art, c'est pas un ornement, c'est la médecine. La parole, c'est pas un message, c'est une prière. Et cela, dans les communautés, on comprend que l'art, le corps, les rituels et la parole, ce sont des technologies aussi. Et que toute éducation qui ne connaisse pas ça est incomplète. Voilà quelques photos. Dans ce monde de l'éducation qui est très difficile, vous le savez sûrement, ici, la devise principale des tribus, c'est de rêver. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé des coopérations du Sud, c'est de mener ce rêve à la pratique. Nous luttons pour mener à la pratique ces rêves et pour renforcer des communautés, les réunir. On a eu un impact sur plus de 400 000 personnes et on a appris que les données peuvent nous apprendre, mais seulement l'émotion transforme. L'intelligence artificielle peut détecter des patrons d'anxiété, manque de motivation ou violence, mais elle ne peut pas prendre dans les bras. Éduquer aussi avec l'émotion, pas seulement avec l'éducation. Ça, c'est une urgence politique, éthique et spirituelle. Les enfants et les jeunes ne sont pas seulement des victimes, ce sont des agents des changements. Quand on leur donne un contexte affectif, culturel et créatif, ils peuvent imaginer des solutions profondes pour leur communauté. Nous devons promouvoir des projets interculturels, de l'incorporation des savoirs ancestraux et l'utilisation de la technologie en tant qu'outil, pas comme un centre, comme un axe. L'art et la culture ne sont pas des ornements, ce sont des langages vivants au service de l'âme. Nous avons besoin d'une IA entraînée depuis le Sud qui permette de partager ses prières, l'art et la mémoire, pas comme un folklore, mais comme une forme de vie. Et ça a été mentionné hier aussi. Élargir l'empathie, pas le contrôle. Établir des alliances avec des communautés du Nord qui ont été silencieuses aussi et massacrées parce que le Sud n'a pas besoin de concurrencer avec le Nord. Et il doit rappeler sa racine. Et à partir de cette racine, collaborer et construire ensemble un autre destin pour l'humanité. Et comme disait Miguel aussi, à partir du bien vivre. Et comme on l'appelle aussi, marcher en beauté, en vérité. Alors, c'est ce que je disais au début, que la technologie puisse jeter des ponts. Et elle peut faire ça. Elle peut être un pont. Pardon. Que ce soit un pont, une éducation avec des racines, une intelligence avec une âme, un Sud qui n'obéit pas, mais qui propose, un Sud qui rappelle, chante
se soignent et enseignent. Et puis, je vais conclure avec quelques questions que je voudrais vous laisser pour la réflexion. Qu'est-ce que cela signifie d'éduquer dans un monde où le plus urgent, ce n'est pas le rendement, mais l'empathie? On le voit en face de nous après la pandémie, cela. Et je pense qu'après cette année, après la pandémie, on l'a oublié un petit peu. Nous avons une mémoire à court terme, mais sous la pandémie et les premiers mois après la pandémie nous a montré clairement que c'est là où il faut mettre l'accent. Et comment ce serait une IA conçue pour renforcer les liens entre l'émotion, l'art et la mémoire ancestrale, au lieu d'optimiser seulement le rendement? Est-ce que la technologie, au lieu de nous séparer de l'âme, pourrait être le pont qui connecte l'émotion avec l'art, la culture avec les savoirs ancestraux, et tout cela au service d'un développement vraiment intégral et humain? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Eduardo. On va continuer avec René Ramirez. Je ne vais pas répéter la présentation, je vous mentionne et je vous donne la parole tout de suite. Bonjour, bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour l'invitation, mon cher Jorge, le président de l'université, le secrétaire de l'Organisation de coopération du Sud, Ricardo, pour faire le pont, pour pouvoir être là. Je voudrais plutôt, dans ces minutes, poser une question, peut-être me sortir du regard strictement du Main Street de la technologie pour parler. Première question, quelle technologie, puisqu'on parle de technologie? Pour parler de quelle technologie, je voudrais réfléchir d'un point de vue historique et d'un point de vue du Sud. Je vais commencer avec une petite anecdote. Quand j'étais le ministre de l'Éducation et de la Technologie, pour partir et à partir de là, essayer de réfléchir la technologie depuis nous-mêmes, et on va mettre les contextes historiques dans les cadres des étapes longues et courtes de l'histoire pour me centrer sur un sujet que je trouve fondamental, qu'il faut réfléchir, c'est-à-dire les liens entre le capitalisme et la démocratie et bien entendu le lien entre la technologie et le capitalisme. Mais je vais me centrer sur l'un des acteurs fondamentaux des processus de production technologique scientifique qui est l'université. Il faut parler justement sur cet acteur-là pour pouvoir parler sur un agenda ou sur 4 points essentiels qu'on pourrait avoir. Donc, je vais peut-être aller un peu en dehors de ce regard traditionnel de comment s'approprier d'une technologie qui ne nous appartient pas. On va le dire comme ça, moins d'intelligence artificielle et plus d'intellect ou d'intelligence sociale collective. Et je vais commencer avec les sujets. Donc, on nous mesure toujours dans le cadre de la production, dans ce cas de ce que le Nord veut que nous, on voit. Et c'est ce qu'on nous voit. Par exemple, c'est le taux d'innovation technologique qui fait l'OMC et YOMPIC, et je le raconte en tant qu'anecdote, puisque nous, on voulait mesurer, vouloir comment on avançait dans le taux. Et moi, j'ai regardé ce taux et j'ai vu que l'un des indicateurs qu'il y avait pour voir le degré d'avancement, il y avait 52 indicateurs, mais je me suis arrêté sur l'un d'eux. C'était l'indice d'importation technologique. Plus on importait, plus améliorer le taux. Et je pense que c'est exactement le contraire, c'est dont on a besoin en tant que Sud. Je voulais dire que celui qui domine, domine. Et nous, on doit construire, on doit savoir ce qui implique nos technologies. Et je pense que dans ce cadre-là, on doit voir les technologies d'un autre point de vue. Moi, je l'appelle la technologie sociale.
des formes d'organisation, de savoir-faire, de savoir collectif, de pratiques relationnelles en tant que sujet fondamental dans les contextes de ce moment historique. Et quel est le contexte historique actuel? Nous, on voit les cycles, les longs. J'écris justement en ce moment un livre sur les cycles longs, les longues étapes de l'histoire tout au long du temps. Je l'appelle chronophagie et chronogénèse, l'extraction des technologies ou les technologies en tant qu'extracteurs de temps vital. Je pense qu'on peut voir qu'on est en train de vivre une crise à long terme qui a commencé dans les années 70, une crise courte, c'est-à-dire à partir de 2008, et une crise hégémonique. Donc, 3 crises qui, à différence de ce qui a été un moment similaire comme celui de 1930, on peut dire qu'on est dans un moment similaire à cette époque-là, aux années 30, mais en ce moment-là, on a encore une crise de plus, une crise de civilisation qui nous rajoute un point fondamental au moment dans lequel on vit. Et je trouve que c'est important parce que si l'on fait l'analyse, le sujet principal, c'est l'orientation de la science, l'orientation de la technologie qui va nous mener jusque-là. Donc, l'un des sujets fondamentaux du terme de la science ou des technologies, il faut penser à la fonction sociale de la science. Et si l'on ne change pas la fonction sociale de la science, on va continuer à avoir le même problème lié à la technologie qu'on voit en tel que paradigme, que panacée de notre objectif à atteindre. Je crois qu'on doit casser, briser ce regard parce que si on utilise cette technologie-là, la technologie proposée, il faut le faire, il faut se disputer, etc. Mais si notre objectif social historique de nos pays est celui-là, on va juste approfondir cette asymétrie entre le Nord et le Sud. Mais en même temps, la crise de civilisation qu'on vit maintenant. Donc, c'est fondamental d'y voir le lien entre la démocratie et la technologie. Et qu'est-ce que je veux dire par ça? Il y a un point fondamental, on parle beaucoup de la crise de la démocratie qu'on est en train de vivre. La crise de la démocratie qu'on est en train de vivre est très liée parfois à un débat culturel. C'est comme ça, mais il faut aussi essayer d'articuler ces constructions de la subjectivité dans les cadres du type de mutation capitaliste qu'on a et le type, dans ce cas-là, de matérialisation produite et associée à la technologie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Parfois, je vois, même chez les gouvernements progressistes de la gauche populaire, il faut commencer les débats du récit, il faut les lancer. Mais avant, justement, j'ai écrit un article sur la gauche qui a oublié Marx et la droite qui a compris Gramsci. Et qu'est-ce que je voulais dire par là? Je voulais dire que, justement, on a oublié la production subjective des technologies et de la matérialisation. Et je peux donner quelques exemples de mes recherches. Par exemple, le cas du Mexique qui traitait sur Facebook. La question, c'est Facebook est un réseau social? C'est une question absurde, n'est-ce pas? J'ai fait des modèles quasi expérimentaux et évidemment, la réponse a été non. Ce qui produit la technologie Facebook, ce sont des individualistes, ce sont des solitaires. Les personnes solitaires, individualistes, consomment plus de Facebook encore. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que si l'on voit les changements qu'on est en train de vivre, en one side, l'un des meilleurs économistes marxistes du moment, il signale qu'on est dans le 3e moment du capitalisme. Le premier était lié à l'esclavage, aux ressources naturelles. Le deuxième, c'était le capitalisme industriel. Et maintenant, on est dans un capitalisme rentiste lié à la technologie. Parfois, on veut atteindre qui est en lien avec la technologie des plateformes, le capitalisme numérique, le capitalisme cognitif, etc. Mais en Amérique latine, ce capitalisme-là, face à la crise du capitalisme à long terme et la réduction du taux de bénéfices, on trouve de nouveaux mécanismes d'extraction infotechnologique cognitive dans lesquels la technologie numérique et l'agenda essayaient de récupérer le déclin de l'Empire américain
Et dans ce cas, mais cet agenda, cet objectif, justement, c'est un agenda qui va à l'encontre de notre histoire et construit une subjectivité. Et tel que je le disais, et j'ai d'autres recherches sur ces sujets-là, dans l'équateur, dans lesquels on peut voir quel type d'idéologie construit cette subjectivité. Et clairement, c'est une subjectivité de droite comprise en tant qu'autodéfinition qui va voter et aussi l'idéologie des valeurs qui prend en compte les valeurs d'égalité, de démocratie, de xénophobie, écologisme et féminisme. Donc, cette technologie que nous, on veut utiliser est en train de produire une société qui est individualiste, anticollectiviste, antidémocratique et anti-société. Et le premier point, donc, c'est quelle est la technologie que nous, on produit dans les Suds? Pas comment on l'utilise. Le problème, c'est la technologie même, pas seulement les contenus de la technologie. Donc, plus on l'utilise, même si les contenus, c'est les contenus corrects sur Facebook, etc. C'est ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la propre technologie qui produit une telle subjectivité à l'encontre de notre humanité, pour ainsi le dire. Et là, maintenant, je vais toucher à un point central qu'on a traité lors de la conférence régionale d'éducation supérieure où j'ai coordonné les chapitres de sciences et innovation, qui est un rapport avec la centralité de la démocratie. Parce qu'en général, la technologie est liée au sujet du développement, c'est-à-dire de l'accumulation, de comment on crée des richesses. Et je pense que c'est un sujet qu'il faut analyser, puisque la condition des possibilités d'avoir d'autres types de modes de production qui créent une autre distribution, une autre égalité, une autre bien-être, c'est celle qui fait prospérer la démocratie. C'est pour cela que la démocratie, en ce moment, c'est ce qu'on analyse en termes historiques, la démocratie, et maintenant je lance un débat qui est important, celui de la dépendance entre Bundesbank, Marini, Fernando Henrique Cardoso par rapport à ce sujet-là, ce sujet du lien entre la démocratie et le capitalisme, où, bien entendu, les marxistes avaient une perspective où le capitalisme ne pouvait pas accueillir le bien-être, n'est-ce pas? Henrique Cardoso, dans son deuxième moment, quand il était président, il avait dit c'est viable et que c'est ce qu'il faut faire, c'est de moderniser la démocratie, sortir des dictatures, même malgré ce capitalisme dépendant de nos pays. Et pourquoi je le dis? Parce que ici, maintenant, on se rend compte que Fernando Henrique Cardoso n'avait pas raison, que ce moment supposé qui était là, qui existait, qui a atteint un certain équilibre entre la démocratie et le capitalisme, maintenant n'est plus viable. Pourquoi? Parce que ça n'a pas existé. C'est un point que Cardoso n'a pas pris en compte. La révolution technologique des TIC a produit un effet d'expansion dans l'économie qui a permis le lien entre le capitalisme et la démocratie. Ce n'est plus le cas. Donc, nos démocraties se sont autoritaires maintenant dans les cadres où il n'existe pas une révolution technologique prochaine, où on pourrait voir une amélioration des conditions pour voir de retour cette association-là et au-delà d'un livre de Guilnéat qui montre ou voit que l'institutionnalité libérale, c'est le problème même. Et ici, je vais toucher le sujet du lien de la démocratie avec l'université. Ce n'est pas un hasard, dans ce cas-là, que l'université fasse cette conférence. Et il faut mettre dans les centres de débat la récupération de nouvelles technologies sociales et la défense de la démocratie. Ce n'est pas un hasard, dans ce cadre-là, qu'il y ait de négationnisme des présidents qui réfutent le changement climatique tel que Bolsonaro, qui réfutent la pandémie telle que M. Milei. Donc, c'est un processus qui me préoccupe beaucoup et il y a une recherche qui va être publiée sur une revue nationale de la Colombie sur le lien entre l'idéologie et l'université. Il y a 10 ans, l'université créait en moyenne un citoyen qui avait une idéologie plus sociale, plus démocratique. Aujourd'hui, en termes de probabilité, c'est exactement le contraire. En Amérique latine, bien entendu, il y a beaucoup de différences entre l'Argentine et la Colombie, entre autres pays, mais en moyenne, il y a eu un changement de cette forme et c'est un rapport avec les processus internes
qui a eu lieu au sein des universités, tous ces types d'idéologies qui sont en train de se bâtir. Mais il y a aussi le réduit d'une université qui va à l'encontre de la reproduction du système. En fait, il y a un article qui vient d'être publié sur l'université, les connaissances et l'intégration de l'Université nationale de Cordoba. On met la démocratie en tant que valeur d'utilisation de l'université périphérique. Et justement, il faut mettre au cœur le rôle de l'université, même au-delà de la conquête de la démocratie qu'au propre rôle du développement, parce que si nous, une fois de plus, on ne défend pas cette démocratie, c'est ce qui va arriver, c'est un contre-processus au sein même de la société. Donc, la condition de la possibilité de voir une progression des conditions de vie, c'est la défense de la démocratie, puisque les droites sont autoritaires en ce moment et ont un agenda qui est très agressif. Dans ce dernier livre que j'ai publié, qui distribue à la meilleure partie pour soi-même, je montre comment les droites, dans un deuxième moment de ce nouveau cycle, ce sont des droites beaucoup plus agressives dans les termes de concentration si l'on compare avec les gauches du premier moment de l'Amérique latine, qui sont de forces plus distributives et qui ont été beaucoup plus distributives que la gauche dans le deuxième temps qui ont été beaucoup plus tièdes. Finalement, je voulais lancer quelques sujets par rapport à l'agenda. Premièrement, pour l'Amérique latine, la stratégie régionale du mariage est avec l'Amérique latine. Il faut que ce soit notre priorité. Et dans les cadres du Sud, il faut que ce soit l'Amérique latine avec le Sud global. Il y a un débat très fort entre les BRICS et l'Amérique latine. Je vais commencer par un sujet fondamental, la monnaie. Il faut prendre une décision par rapport à la monnaie. Quelle monnaie? La monnaie avec le BRICS ou l'Amérique latine? Et ça a un rôle fondamental parce que partie de l'agenda des États-Unis pour récupérer son hégémonie est basée sur la monnaie et la technologie de la crypto-monnaie. Et c'est important de mettre en avant l'Amérique latine et de pouvoir récupérer les institutions de l'Amérique latine telles que UNASUR et LAC, où on a pu créer des technologies lors de la présidence de UNASUR qui est complètement détruit en ce moment. Il faut penser à une autre gouvernance parce que la gouvernance qui a été établie, c'est compliqué. Deuxième sujet, c'est un changement de la matrice cognitive des systèmes de sciences technologiques et innovation avec la même logique de la fonction sociale de la science et la technologie. Je pense que l'humanité n'a pas le même avenir et non plus l'écosystème. Donc, il faut mettre au centre du débat la construction des systèmes et la construction des citoyens démocrates et pas comme c'est le cas en ce moment. Et aussi, en tant que sujet fondamental, de pouvoir créer un système de sciences et de technologies qui puisse générer la possibilité de récupérer l'empathie entre les êtres humains. Dans cette recherche que j'ai faite au Mexique, que j'ai parlé de ce qui est produit dans les universités en termes d'idéologie, c'est bien en termes généraux, on voyait que on va hacia la droite idéologique des universités. On a comparé avec les humanités. Dans les sciences humaines, c'était un peu différent. La perspective était un peu différente. Il y a plus de débat social, mais d'un autre part, il faut que ce soit un système cognitif où il n'y ait pas de gaspillage. Toutes les connaissances sont valables. Il faut éliminer les pesticides dans ce sens-là, mais il faut aussi récupérer la centralité d'éliminer les centricides dans le sens de le logos est la seule forme de saisir la réalité. Mettre les centres, le cœur sur les arts, sur les humanités, les sciences humaines. Je fais partie en ce moment d'un projet de recherche en Allemagne pour repenser l'analogique et où justement on met l'accent sur cela et on essaie de repenser ce qui implique l'université, quels sont les centres d'articulation de la multiplicité des sciences. Ce sont les sciences humaines et les arts, contrairement à
une note à cette partie là où l'accent est mettre ailleurs. Et finalement, la récupération des pédagogies collectives, ce sont des processus individuels. Je pourrais continuer avec d'autres sujets, mais mon message fondamental ici est justement, première question, quelle technologie? Dans ces cadres-là, quelle technologie faut-il penser dans les cadres du moment historique qu'on est en train de vivre? Un moment historique dans lequel il faut repenser les technologies dont on a besoin depuis notre endroit. Voilà, je finis ici. Merci beaucoup. Bon, merci beaucoup, René. Après toute cette quantité de concepts et de connaissances de René, on va continuer avec Monsieur Daniel Filmus. Voilà, Daniel, tu as la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. C'est vraiment un bonheur de pouvoir partager ce débat avec vous et l'importance de discuter toutes ces thématiques depuis le Sud. Sans doute, nous avons une approche particulière et ça vaut la peine de la débattre et de travailler dans le Sud global d'une façon beaucoup plus unie. Mon regard, ça va être un regard complémentaire de ce qu'on a déjà dit, depuis une approche différente, mais je vais l'enraciner avec ce qui se passe en ce moment en Argentine. Nous savons qu'hier, par exemple, il y a eu un décret qui résolu le bureau de sciences et technologies et ce décret aussi avance avec l'INTA et l'INTI, la technologie agropecuaire. Nous savons qu'il y a aussi un danger très sérieux avec les CONICET, mais avec le nouveau appel à bourse, on voit déjà l'approche du gouvernement et l'effacement de la science dans notre pays. Mais la question, c'est pourquoi? On peut penser que c'est une politique d'ajustement, mais il faut dire que l'investissement public en Argentine en sciences, les moments où c'était le 135 du PIB. Et là, et avec ça, on ne peut rien faire. Le ex-président Macri disait qu'on ne finançait plus les footballs publics à la télé. Il pouvait faire 3000 maternelles, mais il ne l'a pas fait. Mais ici, non, on ne dit rien. Donc maintenant, on porte atteinte à la science spécifique. Mais pourquoi? Et cela ne concerne pas seulement un ajustement. C'est un ajustement, mais il y a d'autres choses. Il y a une question stratégique de pourquoi nos pays ne doivent pas développer de la science. Et là, je pense qu'il faut en parler. Bien sûr qu'il faut parler des sciences, mais l'idée dont vous parlez hier et aujourd'hui est des pays extractivistes et notre incorporation à partir des matières premières, pourquoi l'effort pour que nous, on ne développe pas de la technologie? Et là, je vais vous donner quelques chiffres, quelques données pour considérer. Dans le meilleur moment de l'Argentine, investi 0,5 public, 0,55 d'investissement des PIB en sciences et technologies face à n'importe quel pays central. La moyenne de l'Europe, c'est 3, la Corée, 5, Israël, plus du 5. Quand on regarde, on voit des PIB beaucoup plus importants. Le seul pays qui s'éloigne de cela, c'est le Brésil, qui a le 2,1 du PIB. Est-ce qu'il y a une possibilité de développement de concurrence si les investissements sont si différents? Nous n'avons aucune possibilité. Pourtant, je vais vous donner une autre différence qui est importante. Les pays du Sud, presque tout l'investissement en sciences et technologies est public. Il n'y a presque pas d'investissement privé parce qu'en général, les grandes entreprises, les maisons sièges, là, on fait le développement. On ne le fait pas dans nos pays, sauf quelques exceptions. Sinon, on le fait toujours dans les pays centraux. Et ça nous impossibilite d'avoir des ressources privées. Quand il s'agit d'investissement public, il y a donc entrée publique. Et dans ce cas-là, en Argentine, comme on le sait, c'est vers la science de base et moins vers la technologie et les transferts de technologies
pour la productivité. Donc là, nous avons deux difficultés. La difficulté produite par le manque d'investissement ou très peu d'investissement. Et le deuxième, c'est cette caractéristique vers l'investissement public. Et là, je vais parler de 2 ou 3 questions qui sont centrales. Je pense qu'il faut les débattre, parce que c'est vrai, comme tu disais tout à l'heure, que dans la première décennie de ce siècle, des gouvernements latino-américains, il y avait Correa, Néstor Cristina et Lula, mais quand on regarde vers l'intérieur de ce qui s'est passé en Amérique latine à ce moment-là, à la fin de cette décennie, nos pays avaient des relations commerciales entre eux moins qu'au début. À la fin de la décennie, ces pays avaient moins de logistique. Et à la fin de cette décennie, nos pays, ils avaient une primarisation plus importante qu'au début. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas seulement de développement, mais les problèmes, c'est les modèles aussi. Et pourquoi l'effort qu'on ne puisse pas ajouter de la valeur à partir des apports particuliers de la souveraineté qui nous donne la science et la technologie. Je pense que là, il y a un axe central. Je viens de parler de la Chine. Pourquoi les Sud global doivent avoir un regard technologique commun et pourquoi est-ce qu'on peut parler en commun? Je vais vous donner une donnée. Combien la production de l'Argentine, nos chercheurs sont avec d'autres pays du Sud? Toute la collaboration que l'Argentine a avec d'autres pays, c'est seulement le 7%. On a été avec la France, les États-Unis, l'Allemagne, et ils écrivent, ils publient, on paye pour être dans ces revues des pays centraux pour la traduction, pour l'acheter. Et voilà, ça c'est le paradigme, parce que ça veut dire que c'est ce qu'on évalue pour la promotion du CONICET, c'est cela. Et d'autres chercheurs, les chercheurs, ou en tout cas, c'est ce que l'Académie donne. Et aussi avec la Chine, qui est les 30% de la production mondiale. Les 3% seulement, c'est avec la Chine que nous avons. Ça veut dire que nous avons très peu ici dans les Sud global, mais quand il s'agit de nous, quand on a des gouvernements populaires, on a du mal à analyser tout cela. Puis, je vais vous dire rapidement, qu'est-ce qui nous inquiète par rapport à l'Argentine? Parce que qu'est-ce qui inquiète pour que l'agence, la CONAE ne finance pas? Enfin, l'Argentine, c'est un pays qui a la capacité de développement, par exemple, pour créer le carême. Et juste avant-hier, il y a eu un rapport très important du Forum économique mondial qui a dit qu'il y a 10 thèmes centraux pour la technologie qui viennent. L'Argentine est pour un seul de ces thématiques et concerne les réacteurs modulaires. Alors, pourquoi paralyser que l'Argentine puisse avoir un réacteur modulaire qui, justement, avec le Brésil, ce serait le seul qui serait en condition de pouvoir le développer? L'Argentine, c'est un pays capable, c'est le seul pays de la région qui peut avoir des satellites propres, des satellites d'observation de la Terre et des satellites de communication. Pourquoi Elon Musk il est inquiet et Arsat aussi est démantelé? Et pourquoi la CONADE est démantelée? Parce qu'il voit que c'est le seul pays qui pourrait avoir un lanceur propre depuis l'hémisphère sud. Pourquoi elles sont complètement démantelées? Ça, c'est pour ne jamais récupérer justement les livres qu'on vient de finir. Ça s'appelle du pendule au précipice, aux falaises. On a toujours eu des politiques néolibérales d'ajustement et des politiques de développement des gouvernements populaires. La dictature a essayé de rompre, avec 30 000 personnes disparues, a essayé de rompre ces pendules. Le deuxième essai de rupture de ces pendules, c'est le président Milei. Et donc, il faut voir comme un deuxième essai, avec d'autres moyens, pour l'instant en tout cas, il faut le dire parce que pendant ces jours-là, on a eu des répressions que la démocratie argentine ne peut pas supporter. Mais pour pouvoir rompre tout cela et qu'on ne puisse pas revenir jamais au mouvement populaire. Comme Martínez dit, pour finir avec le péronisme, il faut finir avec les ouvriers. Et on a fini avec la moitié des ouvriers industriels de l'Argentine.
et en ouvrant le commerce et en détruisant justement la science et la technologie propre. Donc cela concerne cette approche, ce regard. Et je vais vous dire, l'Argentine a été le seul pays de la région qui a pu avoir un vaccin contre le Covid. Et cela a été approuvé au niveau national et international. Et cela a été argentin. Nous sommes l'un des pays qu'on a plus de bases technologiques et qui a une capacité énorme pour créer. Et pourquoi dans les Sud, on ne peut pas nous obliger à vendre le lithium et puis acheter les batteries. Nous, on vend le lithium à Corée pour que la Corée fabrique les voitures dans un autre pays. Et c'est avec des batteries de lithium qui a été pris d'ici. Donc, je pense qu'il y a une question centrale qui concerne trois aspects. Il y a une technologie universelle, sans doute, mais il y a aussi une technologie qui concerne la solution de nos problèmes, qui ne se répètent pas dans d'autres lieux. Quand Macri a détruit la fabrication du vaccin contre la fièvre hémorragique, le seul pays qui a la fièvre hémorragique, c'est notre pays. Donc, quand il a détruit ça, il n'y en a pas d'autres. Nous avons nos propres problèmes de santé, comme les Chagas, par exemple. Si nous, on ne fait pas ces recherches, on ne l'a pas. Et enfin, je vais revendiquer les sciences sociales aussi. Les problèmes sociaux du Sud, ce sont des problèmes propres au Sud. Les problèmes d'éducation, ce sont nos problèmes, n'est-ce pas? Les traditions sont à nous. Les savoirs ancestraux sont à nous. Il n'y a pas de possibilité qu'on puisse élaborer cela ailleurs. Donc, pas seulement la solution des problèmes des gens, mais les problématiques particulières et la souveraineté et la capacité que nous avons pour prendre des décisions. Cela est très lié à la problématique de développement scientifique et technologique. Je ne vais pas commencer avec un problème central qui donnerait lieu à une grande discussion et qui est lié à la IA. Et c'est que aujourd'hui, c'est pas seulement une question des États nationaux, parce que quand on voit, par exemple, Trump, quand il poursuit Harvard, quand il poursuit les chercheurs et dire, comme le vice-président des États-Unis, il a dit nos ennemis sont les chercheurs et les professeurs. Donc, c'est une idée que c'est pas l'État qui doit développer la science et c'est que ces 5 grandes corporations que tout le monde mentionne et qui sont ceux qui ont plus de pouvoir dans le développement scientifique et technologique que l'État. Vous voyez, par exemple, l'affrontement entre Elon Musk et Trump. Donc, les États n'ont plus des conditions pour mettre une limite à un développement que, comme nous le savons, cela ne concerne pas seulement les côtés économiques, mais aussi les subjectivités générées. Donc, je pense que l'une des luttes centrales, c'est sur la science et la technologie. Et c'est ce que nous constatons en Argentine. Et je le dis parce qu'ici, la plupart, nous sommes des Argentins, c'est qu'ils avancent et que s'ils touchent les universités, bon, enfin, elles s'en sortent. Mais les scientifiques, nous sommes 100 000. Il est impossible. Si nous faisons une grève, ils se moquent de nous. Parce que qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, s'il n'y a pas une compréhension politique de tous les secteurs démocratiques et les secteurs nationaux et populaires, que ça, c'est un axe central. C'est une problématique centrale. Et que voilà pourquoi il est placé comme un objectif de destruction. Donc, je pense que sinon, il est difficile de lutter. Donc, et s'il n'y a pas une compréhension, même pour nos gouvernements, du besoin de l'articulation, si nous ajoutons tout l'investissement de l'Amérique latine, plus des Ibéro-Amériques, on ne fait pas l'investissement de la France. On n'arrive pas à l'investissement. Et je ne parle pas là de la Chine et de la Corée. Donc s'il n'y a pas une articulation, s'il y a une définition des priorités, s'il n'y a pas un lien plus étroit et que chaque pays, quand nous avons des gouvernements populaires, il n'y a pas une articulation et une définition d'objectifs communs pour la recherche, nous aurons des difficultés parce que nous n'avons un moyen de faire du plaidoyer. Et ça, c'est à partir de la technologie, pas à partir de n'importe quelle technologie, mais une technologie avec une approche du Sud. Et si ce n'est pas le cas, il n'y a pas une possibilité de croissance. On a eu les 90 de croissance. Donc,
Il ne s'agit pas de discuter la croissance. Il s'agit de savoir si cette croissance a des bénéfices qui sont répartis pour tous. Il n'y a pas une façon de le faire sans science et technologie. Et je vais vous donner un seul exemple. Quand on regarde, et nous, on mène une recherche en comparant la sortie de la pauvreté en Chine et en Argentine, dans 3 pays, le Mexique, le Brésil et l'Argentine, lorsqu'on regarde la numérisation a été centrale pour que des milliers de Chinois puissent sortir de la pauvreté. La numérisation et l'offre publique, c'est la synthèse pour que même pour les secteurs ruraux puissent entrer dans les marchés d'une centaine de personnes qui ont pu sortir de la pauvreté. Sans ces technologies et sans l'État en tête pour ce mouvement, il est très difficile de le faire. Merci beaucoup. Merci, Daniel. On va continuer alors avec Papa Mali. Je pense que vous avez une petite tâche à accomplir. On vous écoute. Bonjour tout le monde. Je suis là pour partager avec vous le son n'est pas très bon. Je vais partager avec le secrétaire adjoint de notre département de technologie et aussi l'ancien ministre de technologie en Éthiopie. Maintenant, je vais lire en anglais les documents qu'on a reçus. On est en pleine tempête. La technologie passe au-dessus de nos technologies, au-dessus de l'âme de nos pays et de notre mémoire collective. Il ne faut pas se poser la question de ce que la technologie fait avec nous, mais c'est ce qu'on peut nous faire dans les grands Suds, dans nos propres termes. Aujourd'hui, je vous parle pas seulement en tant que participant, mais aussi en tant que promoteur d'un nouveau paradigme dans le développement des technologies. Et je pense que l'avenir doit être ouvert, on doit partager et ça doit être approprié localement. Tout ceci a déclenché tout un potentiel global, a élargi les écarts, a créé plus de contrôle et a mis sous silence les voix du Sud global. Selon l'UNESCO, ce sont les données de 2022. Le patrimoine culturel de l'Afrique, 3%, est numérisé et est disponible en ligne. Mais les histoires, les symboles, les langues autochtones ont été exclus des intelligences artificielles. Alors, on ne peut pas voir, on ne peut pas parler dans notre culture. Sur des plateformes comme Google, Spotify, TikTok, ils ont pris le contenu global, mais leurs algorithmes ne nous reconnaissent pas. Donc, seulement rendent plus facile la visibilité du Nord et poussent à nos artistes à être plus marginalisés. Donc, il faut s'interroger si on consomme tout simplement, ou si on veut la façonner. Parce qu'on sait que ce sont des outils très puissants, l'intelligence artificielle, par exemple, les plateformes à code ouvert, la technologie mobile, l'intelligence de reconnaissance virtuelle, d'augmentation virtuelle, de réalité virtuelle. Ce sont tous des outils très puissants pour les grands Suds si on peut nous les approprier et les utiliser de manière créative et responsable. Donc, parlons du
projet Masakan est lancé en 2019 et coordonné par des infrastructures à code ouvert qui a des traductions aussi sur les langues africaines et qui est utilisé dans plus de 30 pays en Afrique. On a aussi Ushahidi au Kenya qui a été développé originalement pour cartographier la violence après les élections au moyen de CMS en 2008 et qui a été un outil qui a prouvé que la technologie peut être adaptée au niveau global, mais qui s'adapte aussi aux besoins locaux et qui peut aussi témoigner de tout ce qui se passe dans notre propre langue. On a aussi la Restitution ouverte d'Afrique, ORA, qui est une initiative lidérée par l'Afrique et qui utilise des plateformes à code ouvert pour autonomiser les communautés qui font du plaidoyer de restitution. Ils ont de l'information de restitution du patrimoine culturel africain. C'est l'une des initiatives panafricaines qui promeut la connaissance de l'Afrique pour l'Afrique. Ce sont des exemples très forts. Les grands Sud n'est pas sans technologie. Il est très riche, mais il n'a pas de soutien parfois. Ce sont des tendances contemporaines et il y a des changements culturels. Il faut analyser les changements philosophiques qui refaçonnent comment on perçoit les patrimoines et l'art du Sud, tout ce qui est numérique, tout ce qui est autochtone. On utilise des outils numériques pas seulement pour copier l'Occident, mais aussi pour numériser nos propres manières locales, les connaissances locales. Au Mexique, ils utilisent la promotion du langage, des traditions au travers de réseaux mobiles communautaires. Ce sont des outils de communication qui permettent d'entretenir les pratiques culturelles et de jeter un pont sur la culture. Caméra radio, c'est encore un autre exemple. C'est une station de radio en Amazonie, au Pérou, qui travaille pour revitaliser la langue locale Pukama au travers de la radio, la musique, l'éducation des jeunes. En Ouganda, Batwa, la communauté Batwa utilise des tours de patrimoine et les font avec des outils 3D et de réalité augmentée, de réalité virtuelle qui permettent de préserver et de raconter leurs propres histoires indépendamment des anthropologues occidentaux. La pratique numérique décoloniale, il faut traiter ça en tant que continuation de notre patrimoine et toujours en utilisant la souveraineté des données, la transparence des algorithmes et les droits à la autoreprésentation à une ère numérique. Inclusion et numérisation, le rôle de la technologie dans la démocratisation de la culture. Les problèmes les plus importants, c'est l'écart numérique. 60% des personnes en Afrique subsaharienne n'ont pas accès à l'Internet. Il y a des écarts en termes de genre, des écarts. Les femmes et les artistes ruraux, en général, sont mis de côté, ne sont pas inclus. Les opportunités, les avantages futurs, les technologies mobiles et les plateformes lidérées par la communauté vont essayer de raccourcir l'écart, la collaboration et la coopération entre les artistes. Les festivals du Grand Sud avec d'autres plateformes similaires peuvent être d'utilité. Les outils à code ouvert permettent des solutions numériques qui peuvent s'adapter, qui peuvent être localisés et à des coûts convenables. Pourquoi c'est un code ouvert? Parce que ce sont des outils qui nous donnent accès, qui s'adaptent, qui sont transparents et permettent aux communautés dans les Sud de pouvoir construire leur propre technologie, la construire, la modifier et réduire la dépendance parce que les coûts sont plus bas et comme ça, on peut promouvoir nos cultures, nos contextes. Technologies endogènes, ce sont des technologies qui sont dessinées localement et qui sont adaptées localement et sont aussi gouvernées, administrées globalement et qui couvrent les besoins sociaux, de contexte et environnemental aussi. Des exemples pratiques, le hub de co-création du Nigeria et Kenya, où il y a des artistes intégrés, des scientifiques, des codeurs, pour construire des outils d'éducation et de réalité virtuelle et augmentée dans les langages locaux.
Hackteria de l'Indonésie et d'autres laboratoires aussi fusionnent le bioart, l'électronique et la science ouverte qui aspirent à de nouvelles formes d'innovation créative locale. Les collaborations d'intelligence artificielle sud-sud, par exemple les associations entre le Brésil, l'Inde et le Sénégal, qui traitent de former des modèles d'intelligence artificielle avec des données non occidentales. Ces modèles, parfois, ont besoin de formation dans les langages locaux, dans les langues locales, et qui promouvent une intelligence artificielle qui comprend mieux les communautés locales et qui respectent leurs valeurs et qui soutiennent la souveraineté numérique. Ce n'est pas seulement créatif, elles sont résilientes, elles peuvent s'adapter et elles sont propres. Il faut faire un appel à l'action culturelle. Où on va? On doit passer de l'adoption à la propriété. On doit passer d'être des passagers à être des plateformes qui construisent des écosystèmes qui adaptent la technologie et qui évolutionnent parallèlement à elle. En tant qu'enseignant, que formulateur des politiques du Sud global, on doit faire du plaidoyer pour avoir de l'infrastructure à code ouvert pour la culture et l'éducation. On doit financer, on doit protéger les efforts de numérisation lidérés par la communauté. On doit insister sur l'éthique de l'intelligence artificielle pour refléter les valeurs et les normes du Grand Sud. On doit créer des archives, des fichiers, des plateformes, des festivals. On doit être producteur des architectes et avoir pas de rôle secondaire. De la mémoire vers l'avenir. Notre mémoire culturelle n'est pas statique et dynamique, vive, adaptative, elle évolue. Si nous, on utilise la technologie avec de la sagesse, de l'égalité, du courage, on pourra être la flamme qui va créer un avenir meilleur, pas seulement une flamme qui va consommer notre passé. Il faut réimaginer la technologie ensemble, pas en tant qu'une menace, mais en tant qu'endroit culturel, un outil de création, un pont vers l'avenir alternatif. Et dernièrement, on est les ancêtres du monde de l'avenir. Codifions-le avec du soin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci aussi au secrétaire général adjoint qui malheureusement n'a pas pu être là. Rodolfo dit qu'on a un temps pour des questions. On a eu un panel très différent, très intéressant. Donc, si vous voulez, si vous pouvez, si vous avez envie, que vous avez des questions, posez-le. Comme ça, on peut faire plus d'échanges et montrer notre intérêt et nos avis différents. Est-ce que vous avez des questions, Ricardo? Franchement, ça a été un panel exceptionnel. On a parlé de beaucoup de choses pour réfléchir et pour débattre. L'éducation était toujours présente dans les interventions, mais il y a quelque chose dont on a parlé, mais qui reste toujours comme une suggestion et on ne finit jamais par réfléchir à cela parce qu'il est très difficile. Je pense que René en a parlé et Daniel aussi l'a ajouté, et qui est la dimension performative des technologies. Cette dimension performative qui a une incidence directe dans la construction des subjectivités, des motivités, des sociabilités. Et si l'on continue avec ce qu'on disait, et dans cette table ronde, ce qui est rompu, cassé, c'est justement la sociabilité, la solidarité, la rencontre, l'émotionnalité. Et c'est quelque chose qui est évident. Il ne faut pas aller sur le terrain pour faire des recherches, pour savoir que, effectivement, nous avons un grave problème entre ce qui est inévitable de la présence de la technologie dans notre vie quotidienne, dans nos espaces d'éducation, dans notre forme de sociabilité, mais en même temps la capture que tous ces espaces, la saisie de ces dispositifs de pouvoir performatifs de ces technologies. Depuis le Sud, voilà la question.
Qu'est-ce que l'on peut faire? Je ne sais pas si les mots c'est de résister, mais qu'est-ce que l'on pourrait faire pour limiter la brutalité de l'impact performatif des technologies numériques dans tous nos espaces vitaux? Voilà, je vous laisse la question. Qui prend la parole? Bon, René. Moi, je prends ce gant. C'est une expression, je prends la parole. Je crois que cette question est fondamentale et donne beaucoup d'importance à ce qui se passe en ce moment dans le monde, moi je dirais. Et c'est justement l'impact de ces technologies qui parfois nous voulons saisir avec différents sens, mais encore une fois, sans comprendre que c'est la même technologie qui construit dans sa logique de sa création, cette subjectivité qui est antisociale. Et moi, j'allais aborder cette thématique parce que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. C'est l'un des sujets de ma recherche principale concerne le temps. Et lorsque je parle du temps, je parle justement de la centralité qui est très claire pour la droite et pour le capitalisme. Le capitalisme, c'est un vol du temps. Il vole du temps. Ça veut dire c'est l'appropriation, l'extraction du temps. Dans le cas du capitalisme classique, c'est l'extraction du temps de la plus-value du travail. Mais maintenant, c'est beaucoup plus. C'est pas seulement du travail, mais ça va au-delà du travail. Maintenant, c'est tout au long de toute la vie, y compris, comme je dis souvent, lorsqu'on dort. Plus connexion nous avons, il y a plus d'extractivisme, pas seulement de l'information, mais aussi de l'aspect cognitif. Et là, j'ai quelques données que justement j'allais vous donner et qui concernent l'utilisation de ces plateformes. Comment est-ce qu'elles produisent, elles créent une extraction du temps et que cela produit une rupture générationnelle très importante. D'ailleurs, je pense que ce qui se passe, c'est qu'il y a une rupture intergénérationnelle dans le sens temporel. Et là, lorsque nous voyons et nous comparons les générations par rapport à l'utilisation de la technologie, nous constatons que la génération Z consomme, quand elle est face à un écran, 9 heures par jour, en moyenne. La génération milléniale, 6 heures. La génération X, 2 heures. Et qu'est-ce que je vais vous dire avec ça? Je vais vous dire que l'une des formes, si l'on pense à quelque chose de similaire, l'agenda de la droite est dans l'utilisation du numérique pour l'extraction de ce temps, comme l'un des sujets fondamentaux, et dans une transition supposée énergétique mais au risque de notre système. Donc il faut penser qu'est-ce qui implique la transformation énergétique et créer d'autres relations avec les technologies numériques qui, dans ce cas-là, pour lutter, il faut construire notre propre technologie avec notre propre forme de construction des imaginaires subjectifs qui ne sera pas sous les mêmes plateformes technologiques. D'ailleurs, pourquoi, par exemple, TikTok n'est pas en Chine, qui a été la créatrice. Et ça, c'est parce qu'il crée un certain type d'individualité et ils ont d'autres plateformes qui produisent d'autres subjectivités. Et là, je pense à l'impact de la subjectivité dans ce qu'on a dit de la santé mentale. Il y a eu une recherche récente où l'on compare justement en 2010 les jeunes contre maintenant 2020 où il y a plus de 134% l'anxiété, la dépression, 100% l'anorexie, 188% chez les femmes l'autolésion d'urgence et les suicides augmentent chez les enfants de 81% et chez les filles aussi avec une grande augmentation. Donc cela
créer un problème de troubles mentaux, sans doute. Donc, l'un des sujets fondamentaux, parce que l'algorithme est créé pour produire une addiction à l'écran, pour qu'on passe beaucoup plus de temps devant l'écran. Donc, peut-être on pourrait penser à repenser un retour à l'analogique en fonction de chercher, c'est ce que je pense, d'autres formes d'organisation du temps. Et là, je pense à quelque chose qui est fondamental pour moi, qui concerne quelque chose de très simple. Là, c'est par exemple dire qu'en Amérique latine, on a la crise du capitalisme en fonction d'un narco-capitalisme numérique autoritaire où les changements structurels est passé de la lutte des classes du pauvre versus pauvre, au peuple versus pauvre peuple, parce que les plateformes n'aident pas qu'il y ait cette réaction capital-travail. Si je veux faire une grève, quand j'ai un Uber, où est-ce que je vais? À l'application de mon portable. Donc là, il y a un problème parce que cette numérisation produit des conditions où ce débat entre capital et travail est affaibli. Et donc, il y a une rupture de cette logique du conflit en fonction de la relation capital-travail. Et cela a un impact sur des partis qui basent leur logique dans les propres travail. Il y a une recherche récente des jeunes de 18 à 22 ans et on lui demande ce qu'ils veulent être. Et ce qu'ils veulent, c'est être influenceurs, gamers, tiktokers. Donc, on perd la logique même de la mobilité sociale à partir de l'éducation et à partir du travail. Donc, on met au cœur du débat une question qui a été constitutive même de nos propres projets politiques. Et là, est liée à quelque chose qui m'inquiète aussi, et qui est quel type de relations on produit si une partie de ce nouveau capitalisme en Amérique latine, je pense que c'est l'opium. C'est pas un opium, c'est une métastasis. C'est les problèmes du trafic des drogues. Donc, si on pense à la logique de la façon d'accumulation, on peut commencer à observer que si les problèmes de l'utopie, de la modernité, c'est de résoudre de façon pacifique les conflits, alors comment on le fait quand il y a un tir sur la tête directement, cette violence? Donc, il faut penser à cette mode d'accumulation. Et ce mode ne peut pas être seulement extractiviste, ça doit être lié à une valeur ajoutée. Mais le problème, c'est que pour avoir cette possibilité de chercher un changement dans la façon d'accumulation, cela ne va pas prospérer si la démocratie n'avance pas à ce même moment. On voit ce qui se passe en Argentine. Je n'ai pas les informations d'hier spécifiques, mais j'ai vu qu'il y a une sortie de 4000 chercheurs scientifiques de l'Argentine. Et ça, c'est parce qu'il y a une droite qui a une approche complètement différente. Donc, pour avoir la possibilité d'avoir une façon de production avec une valeur ajoutée, il faut qu'il y ait des projets qui voient l'importance de la science et la technologie. Et je vais finir avec ces données qui sont importantes et qui concernent les relations sexuelles dans une université en Californie, des jeunes entre 18 et 30 ans. Les 38% a dit qu'il n'y a pas eu de relation contre le 22 en 2011. En France, 28% des jeunes n'ont pas eu du sexe la dernière année contre 5% en 2006. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que de la même façon que les trafics des drogues produit une subjectivité dans une relation de la résolution du conflit, les problèmes des relations, des liens personnels, à travers d'être saisis par l'écran, notre temps vital, cela produit un type de subjectivité. Et comme je dis souvent, peut-être le changement ne va pas venir avec Wi-Fi, mais avec la peau. Oui, moins de scroll et plus d'interaction physique, moins de notifications, plus de respiration. Parce que peut-être la seule intimité que nous aurons sera avec l'écran qui illumine nos insomnies. Oui, très brièvement, Ricardo.
J'aimerais enlever le mot résistance dans ces questions. 9 heures, les jeunes sont face à l'écran, donc il y a une question centrale. Si l'on voit la loi Omnibus, dans les cas de l'Argentine, bien entendu, dans la loi Omnibus, il y avait plusieurs articles sur l'éducation qui n'ont pas passé parce qu'ils mettent au nu la science, quels sont les problèmes, les conséquences de ne pas investir dans la science. Donc, il y a 9 ans, lors de la loi Omnibus, les enfants pouvaient faire le homeschooling, c'est-à-dire qu'ils faisaient l'école à la maison. Ils n'allaient pas à l'école. Personne ne s'en est aperçu. On l'a dénoncé. On a fait un livre, on en a discuté et ils disent, un député dit au Parlement, pourquoi? C'est quoi ça? Et donc les députés vont dire, mais moi je ne l'avais pas lu, c'est qui a mis ça? Et quand on regarde le narcocapitalisme, quelle est l'essence? L'État ne doit pas investir en sciences, il faut le faire au travers de la philanthropie ou les marchés. Aussi, dans les cas de l'éducation, l'État ne veut pas intervenir. Donc, le classique du narcocapitalisme de l'école autrichienne dit que l'État ne doit pas investir sur l'éducation parce que s'il le fait, il fait de la doctrine, il fait un transfert de doctrines, d'idéologie, et c'est l'idéologie de l'État. On a vu Milei à l'école secondaire, dans une école secondaire, et il disait que dans la même école où il avait été formé, et clairement il n'avait pas été doctriné, il dit l'école doctrine, et c'est l'idée qu'il a par rapport à l'État et pourquoi l'État doit disparaître dans le domaine de l'éducation et se pencher que sur le privé. Mais pourquoi je dis ça? Parce que il y a une question, il faut le débattre avec nos enseignants et dans nos écoles. Pourquoi? Quelle est la fonction de l'école si l'enfant est 9 heures là-bas? Si on le dit, il ne faut pas le faire, il va passer 14 heures sur l'écran. Donc, comment nous, et dans ce sens-là, on peut penser une école qui ne soit pas un recul par rapport à l'époque actuelle, parce que sinon on regarde nostalgique et on dit « lorsque j'étais à l'école », on faisait ceci ou cela, il n'y a pas de photo, n'est-ce pas? Il n'y a pas une concurrence. Donc, il faut avoir des outils pour décodifier c'est ce qui se passe sur le réseau. Être des producteurs, produire des contenus dans le réseau, parce qu'il y a ce lien avec l'écran. On ne peut pas empêcher ça. Donc, c'est fondamental. Il faut que notre école n'ait plus de recul. Il faut qu'elle donne les outils aux jeunes, et je vais encore citer Marco, la différence entre l'Antiquité et la modernité. À l'Antiquité, on valorisait les chemins, les sentiers, et on découvrait au fur et à mesure qu'on marchait. Et à la modernité, il y a des autoroutes. À l'autoroute, le seul objectif, c'est de s'en sortir. Les autoroutes sont toutes les mêmes partout dans le monde. L'important, c'est de rentrer et d'y sortir. À l'école, c'est tout le contraire. Il faut récupérer l'idée bourguignonne du droit central de l'école en tant qu'endroit de rencontre avec les différents. Et on apprend à sociabiliser, et ça part avec la mémoire, n'est-ce pas? La mémoire, quand on oublie quelque chose, on va aller sur Google. Mais je pense que là, il faut rediscuter le rôle de l'école. Il faut discuter le contenu. C'est qui va alimenter l'intelligence artificielle pour qu'on puisse avoir accès seulement à un type d'information. C'est là le cœur du débat. Sinon, on est perdu, n'est-ce pas? On ne peut pas résister. On ne peut pas, parce qu'on a perdu à l'avance. Donc, je pense que cette question de la nostalgie de l'école en tant que lieu de rencontre, où l'apprentissage était justement en tant qu'un sentier, qu'un chemin, où on prend plaisir et où on découvre, c'est l'apprentissage qu'on n'a pas oublié. Je pense que c'est un peu plus là le point du débat. Et apprendre à décodifier, à voir derrière, à produire des contenus pour alimenter le réseau et que l'information devienne utile
pour que ce soit utile ici dans le Sud, je pense que c'est fondamental. Nous, on est à risque et on l'a vu lors des dernières élections et on le voit tous les jours. Lorsqu'on regarde que 60-70% des garçons jeunes votent Milei, donc on n'a pas de doute que c'est un lien avec les contenus de la technologie, et pas seulement les technologies, mais tout ce qui est là-dedans. Donc c'est là où on doit livrer un débat, n'est-ce pas, en première mesure. Je suis tout à fait d'accord de ne pas faire la guerre, ne pas limiter. Je vais raconter une petite expérience. Quand on commençait avec Tribu, on était à fond avec la technologie, on voulait apprendre le développement socio-émotionnel avec des jeux vidéo. On s'est trompé, ça n'a pas marché. Parce que l'école, jusqu'aujourd'hui, je dirais, l'éducation est toujours pareille. Donc, il y a un professeur qui présente. Donc, on a commencé à essayer de voir comment mélanger tous ces éléments. Parce qu'on ne pouvait pas dire non aux enfants, parce que si on dit non, donc ils en veulent plus. Ils veulent plus de technologie, plus de jeux vidéo, et ils font pas attention à la maîtresse. Donc, on a pris le schéma de la technologie collaborative, et je pense que c'est là la réponse. C'est la technologie qui nous mène à l'acte de présence. Pas seulement les enfants, mais les professeurs, les enseignants aussi, tout le travail numérique. Au-delà du travail numérique, il faut qu'il y ait une étape en présentiel. Aux écoles, parfois, les directeurs ne connaissent pas tous les professeurs ou les employés. Donc, la technologie nous mène à ces rencontres-là. Donc, les élèves et les étudiants aussi, ils sont plus motivés quand il y a une partie de la technologie qui va nous mener vers le présentiel, préparer des projets, être à l'école. Un exemple concret qu'ils doivent faire un potager à l'école. Ils ont toute la numérisation en tant que jeu, mais à un moment donné, il faut mettre les mains dans la terre, dans la boue, et il faut qu'ils aient des rôles. Il ne faut pas faire la guerre contre la technologie, mais trouver la manière pour améliorer tout cela. Bien, merci beaucoup. Donc, s'il n'y a plus de commentaires ni de questions, on finit avec ce panel et nous passons maintenant à un petit break pour continuer avec la dernière table ronde. Merci.